Bonjour. Alors ce matin, je vais reprendre un texte qui vient déjà de quand même quelques années, puisqu'il date de 1986, et je pense que c'est un texte qui a dû être tiré de Urantia. En fait, pas le texte lui-même, mais un peu le contexte, parce que l'ajusteur de pensée, c'est plutôt dans Urantia qu'on retrouve ce truc-là, avec les notions de Michael, etc. Mais là, on va aller à une interview qui a été donnée le 1er août 1986 et François Payotte interrogeait euh, Bernard de Montréal sur divers sujets. Donc, la première question c'était: était-il préférable pour nous d'envisager les ajusteurs de pensée comme habitant la pensée des hommes plutôt que confinés dans un organisme physique déterminé, en l'occurrence le cerveau ou le cœur? Alors la réponse de Bernard de Montréal a été la suivante. Pour avoir une conception, disons, réelle de toutes ces conceptions, dont l'ajusteur de pensée, qui est une conception plutôt moderne, il faudra, il faut, parce que ceci ne fait pas partie encore de l'évolution, mais il faudra que l'homme du temps présent, l'homme des générations à venir, soit informé de la nature de l'intelligence. Pour comprendre le phénomène de l'ajusteur de pensée, pour lui donner un terme, tel que celui-ci par exemple, pour lui donner n'importe quel terme, pour donner n'importe quel terme à une forme d'intelligence qui est en communication télépathique avec l'homme, il faut comprendre le phénomène de l'intelligence. Et quand je dis comprendre le phénomène de l'intelligence, je ne veux pas dire le comprendre d'une façon philosophique ou d'une façon mystique ou d'une façon spirituelle ou d'une façon occulte. Ce que nous, sur le plan matériel, aujourd'hui, nous appelons de l'intelligence, c'est toujours une forme d'énergie qui passe par le mental. Autrement dit, une forme d'énergie qui est amenée à la conscience de l'ego pour vérification et qui ensuite permet à l'homme, au mortel, de lui donner une dynamique dans l'application sur le plan matériel. Mais le phénomène de l'intelligence, il va beaucoup plus loin que ça. L'homme devra éventuellement, enfin je veux dire l'homme nouveau, la prochaine évolution permettra à l'homme de réellement savoir ce que veut dire le phénomène de l'intelligence au-delà des conceptions mentales inférieures ou mystiques. Par le passé, nous avons conçu l'intelligence d'une façon telle qu'elle faisait en sorte que l'homme puisait en elle quelque chose et épuisait en lui-même son énergie. L'homme n'a jamais vécu son intelligence d'une façon intégrale. L'homme n'a jamais uni à la fois le yin et le yang. L'homme n'a jamais uni l'énergie à la matière. Il a particularisé l'intelligence selon ses races, ses croyances, l'histoire, ses philosophies. Mais il n'a jamais pu enlever à l'intelligence la qualité personnalisante qu'elle a. Et il n'a jamais pu éliminer de ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence, le facteur cosmo-égoïque. Ce que j'appelle le facteur cosmo-égoïque de l'intelligence, c'est cette partie de l'intelligence qui donne à l'homme, aux Égyptiens, aux anciens, aux modernes spirituels, l'impression qu'il existe en lui, un être supérieur à lui, qui le guide et ainsi de suite. Je ne dis pas qu'il n'existe pas dans le phénomène de l'intelligence, dans la phénoménologie de l'intelligence, d'êtres qui guident l'homme. Autrement dit, je ne nie pas l'existence des mondes parallèles. Les mondes parallèles existent, mais ce que je défends,
c'est la liberté de l'homme contre l'infusion, la gestion de son mental, de son énergie par des intelligences qui utilisent la forme pensée pour assujettir son ego à un contrôle, à une forme de manipulation quelconque, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit négative, qu'elle soit haute, spirituelle, basse, négative, ou qu'elle soit n'importe quoi. Autrement dit, l'intelligence, telle qu'elle a été conçue par les anciens, par l'ésotérisme ancien pendant l'involution, fut toujours une intelligence à l'intérieur de laquelle l'homme était, consciemment ou inconsciemment, assujetti à une hiérarchie qui dominait son mental et qui dominait sa destinée. Ceci faisait partie de l'involution, et ceci faisait partie de l'ignorance de l'homme. Ceci faisait partie de l'incapacité mentale et psychique de l'homme de détruire en lui la qualité personnelle de l'intelligence pour s'attribuer son mode expressif énergétique qui pouvait lui donner sur le plan matériel le pouvoir de la volonté de cette lumière qui est intelligente. Autrement dit, l'homme de l'involution n'a pas été capable, et ceci fait partie de l'involution, il n'a pas été capable de substituer la qualité éternelle d'un mental évolué dans la direction d'un Dieu qui était l'expression d'une monade, c'est-à-dire d'une puissance créative unitaire. Donc l'homme a été obligé de vivre sur le plan matériel en fonction d'une dualité qui formait à la fois sa personnalité et à la fois le couvait spirituellement, philosophiquement, psychiquement et au niveau du rêve. Donc l'homme n'a jamais été capable de sentir une intégrale réalité de son être. Donc, il n'a jamais eu de personne, et n'ayant jamais eu de personne, n'ayant jamais pu sentir sa personne, autrement dit son intégralité totale sur tous les plans de sa conscience, il fut obligé de se dévouer spirituellement à la connaissance ou à l'approche de certaines vérités, servant éventuellement à l'amener de plus en plus près d'une infinité qui devait lui servir de guide ou qui devait lui servir de Dieu ou qui devait lui servir d'autorité ou qui devait lui servir de pasteur quelconque. Or, ceci est une illusion de l'involution et fait partie de la manipulation psycho-égoïque de l'homme. Elle fait partie de la construction d'une enveloppe cosmo-égoïque qui renferme son énergie dans un atome de force dont il ne peut utiliser parce que cet atome de force est contrôlé par des entités sur d'autres plans. Et lui, il ne lui reste que la forme psychique de cette énergie, ce que vous appelez la pensée. Donc la pensée est une forme psychique d'énergie utilisée par les mondes parallèles, non pas nécessairement contre l'homme, mais utilisée en relation avec l'homme pour lui donner l'impression d'une conscience, mais toujours une conscience assujettie à la domination d'une hiérarchie qui, si l'homme devient extrêmement avancé dans la réalité des mondes parallèles, devient éventuellement une forme de possession occulte de son mental, une forme de possession occulte de son âme, autrement dit de sa mémoire, par les forces astrales. Ce qui amène l'homme à se définir spirituellement dans le monde, à faire évoluer la civilisation, mais à ne jamais se donner, à lui, le pouvoir sur la matière, qui fait partie du mouvement naturel de l'énergie à travers les plans inférieurs. Donc, qui fait partie de la restructuration de l'homme de l'avenir face à son énergie, pourvu qu'il soit capable, dans ce temps-là, de supporter la totalité de la destruction de la forme qui a servi à la formation de son mental, pour élever son mental sur un plan supérieur, afin que lui puisse finalement couper le lien ombilical
qui le relie au monde de la mort, afin qu'il puisse éventuellement dépersonnaliser totalement la pensée pour qu'il puisse prendre la forme, non pas la valeur psychologique, la valeur collective ou la valeur mémorielle de la forme que nous appelons la religion, la spiritualité, la philosophie ou la pensée subjective, mais qu'il puisse prendre simplement l'énergie, la faire descendre sur le plan matériel, ouvrir son canal, établir la Kundalini et la renverser complètement pour que la Kundalini, au lieu de partir du centre inférieur, parte du centre mental supérieur et qu'il puisse ensuite électrifier les couches inférieures de l'atome et donner à la nature matérielle de l'atome les valeurs dont elle a besoin, d'être exprimée en fonction de ses besoins personnels et collectifs au cours de l'évolution ou en fonction de l'évolution d'une nouvelle civilisation. Et l'intervieweur dit « Mais vous n'êtes pas là en train de nier l'existence réelle de l'ajusteur de pensée. » Je ne nie pas l'existence de l'ajusteur de pensée. Je dis que l'homme doit détruire la forme spirituelle qui le rattache à la forme qu'il a en lui, qui donne à l'ajusteur de pensée une domination spirituelle, une domination psychologique et une domination psychique sur son mental. Autrement dit, tant que l'homme n'aura pas appris comment comprendre, il comprendra à partir de l'ignorance spirituelle, donc à partir d'une forme quelconque de naïveté. Il ne sera pas capable de réaliser que l'ajusteur de pensée, c'est dans le fond cosmiquement lui, que c'est dans le fond cosmiquement lui. Vous avez bien entendu. Est-ce que ça veut dire qu'on l'a à la naissance alors? L'ajusteur de pensée, il est là à la naissance. Il a toujours été là. Il a toujours été à la naissance de l'homme. Il n'a jamais pu se manifester directement avec l'homme parce que l'âge de la fusion a commencé en 1969. Donc l'homme a vécu pendant des millénaires sous la gestion du patrimoine universel du monde de la mort que nous appelons l'âme. Donc l'homme n'a jamais été capable, pendant l'involution, de supporter la totalité d'une conscience absolue qui fait partie de la réorganisation psychique de la conscience intégrale de ses cellules sur le plan matériel, sur le plan vital, astral, mental et sur les plans supérieurs, donc il fait partie de l'organisation intégrale de l'énergie dans le cosmos, éliminant la forme que nous donnons à la valeur des plans qui soutiennent cette énergie. Autre question. Bon, si l'homme ait la possibilité pour l'ajusteur de se personnaliser à travers lui, à travers l'homme, est-ce que pour l'ajusteur, est-ce que c'est la possibilité d'être pour la première fois, d'expérimenter la matière au moment de la fusion, d'avoir une personnalité qui n'a pas un ajusteur de pensée? Ça doit être très personnel. Un ajusteur de pensée, c'est très personnel. L'homme a une personnalité. L'homme devient personnel. Lorsque l'homme devient personnel, l'ajusteur de pensée est matérialisé. Bon, mais il doit y avoir un échange. L'ajusteur y gagne au niveau de la personnalité et l'homme, lui, qu'est-ce qu'il y gagne? Il faut faire attention quand nous parlons d'échange, parce que à partir du moment, si vous étudiez le mot échange, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot échange veut dire 4 choses. Le mot échange veut dire qu'il y a vous et moi. Le mot échange veut dire qu'il y a un lien entre vous et moi.
Le mot échange veut dire que ma puissance est plus grande que la vôtre. Le mot échange veut dire que si et tant que dure ma puissance, ou que tant que ma puissance est plus grande que la vôtre, vous êtes assujettis à moi. Donc, dans le mot échange, il y a toujours la déformation psychique de l'homme. Donc il y a chez l'homme l'impossibilité de réaliser intégralement que le mot échange est un mot qui sert à définir la relation universelle entre le mortel et l'ajusteur de pensée, mais qui ne donne pas à l'homme le pouvoir sur la matière. Mais alors, il y a peut-être un bénéfice. Pour que l'homme ait le pouvoir sur la matière, il faut qu'il puisse commander. Pour que l'homme puisse commander, il faut qu'il soit en puissance. Pour qu'il soit en puissance, il faut qu'il puisse détruire en lui-même les aspects des convenances psychiques, spirituelles, cosmogénétiques, astrologiques, des conventions qui ont été établies entre lui et l'ajusteur de pensée à travers des royaumes que nous appelons l'astral. D'où croyez-vous que vient le concept de l'ajusteur de pensée? D'où vient le concept de l'ajusteur de pensée? Peut-être de la sensibilité, de le percevoir. Eh bien, Bernard de Menthel nous dit, le concept de l'ajusteur de pensée vient des hauts plans mentaux, de l'astral cosmique. Donc le concept de l'ajusteur de pensée est un concept. Autrement dit, il est une valeur donnée à l'homme, imprimée, implantée dans le cerveau humain pour faire avancer la philosophie de la cosmogénèse humaine. Bon, mais votre intelligence n'est-elle pas le produit de la fusion avec cet ajusteur de pensée en 1969? Bonne question. Ce que je vis comme énergie créative fait partie du mouvement de cette fusion, fait partie de la descente de cette énergie dans le matériel. Elle fait partie de la souffrance que moi, en tant qu'initié, j'ai vécue pendant des années pour en arriver à contrôler la valeur personnelle de cette énergie, pour me séparer psychologiquement de la valeur cosmique de cet ajusteur de pensée, pour prendre sur moi cette énergie et définir finalement par moi-même les lois de l'absolu, les lois de la réalité, les lois de l'énergie et le mouvement de l'énergie dans le monde de l'homme. Si l'homme ne définit pas d'une façon absolue le mouvement de l'énergie dans le monde de l'homme définira toujours le mouvement de l'absolu à travers des plans qui font partie de sa conscience subtile sur les autres plans, mais conscience qu'il n'a pas intégrée ou qu'il n'aura pas été intégré avec sa matière. Donc, tant que l'homme n'aura pas fait ceci, il sera un être à la recherche d'une identité. Il n'aura pas le pouvoir, la volonté de donner l'énergie la forme dont elle a besoin pour mieux faciliter le mouvement de l'homme dans le cosmos matériel, le mouvement de l'homme sur le plan éthérique, au-delà des conceptions spirituelles occultes qui ont été imprimées dans son mental par un ajusteur de pensée qui a utilisé ces hautes sphères architecturales du mental pour l'évolution de cet être ou pour d'autres entités sur des plans inférieurs de l'astral ou sur des hauts plans spirituels de l'astral qui se servent de certaines connaissances qui leur sont données par d'autres niveaux dans des plans supérieurs pour maintenir l'homme dans une forme quelconque de subjugation. L'être humain est un être en subjugation. La Terre est en quarantaine. Et l'homme n'a aucun pouvoir sur le plan matériel, parce que l'homme n'a aucun contact avec sa réalité.
Qu'est-ce que je veux dire par sa réalité? Ben, je veux dire que ce qui empêche l'homme de prendre en main la totalité énergétique de son mental, la transformer, éliminer de sa conscience ce que nous appelons l'absolu, tant que l'homme n'aura pas fait ceci, toutes les connaissances que nous avons, les concepts que nous avons, seront des concepts implantés dans le cerveau humain, mais seront des concepts qui continueront à officialiser sur le plan matériel le contrôle des gouvernements invisibles sur l'homme. Nous n'avons pas de choix. Bon, vous dites de se séparer de la valeur cosmique de l'ajusteur de pensée. Ben, ce n'est pas se séparer de l'ajusteur de pensée, ça. Écoutez, quand vous vous séparez d'une valeur cosmique imposée, vous faisant partie des modes d'implantation dans le cerveau humain, vous vous séparez de la forme. En vous séparant de la forme, vous vous séparez de la valeur. En vous séparant de la valeur, vous vous séparez de la signification. En vous séparant de la signification, vous vous séparez du lien psychologiquement attribué ou inculqué dans votre mental. Donc, vous devenez libre. C'est par la forme pensée, la signification et la valeur de la forme et de la pensée que l'homme est maintenu prisonnier. Ce n'est pas par l'énergie, c'est toujours par la valeur que l'homme donne à l'énergie ou par la valeur que l'homme donne à la forme de son mental qu'il est maintenu prisonnier. Et les entités, sur les autres plans, dans les mondes parallèles, sur tous les niveaux, savent ceci. C'est un des plus grands secrets jamais gardés à l'homme, et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que ce secret a été éventré, parce qu'il y a eu sur le plan matériel une lutte à la fin du mental, des hiérarchies qui pendant l'involution ont servi à conditionner l'homme à une valeur évolutive qui servait les forces de l'âme, et qui au cours de l'évolution future serviront les forces de la science, qui ne font pas partie du monde de la mort, mais qui font partie de l'éther. L'homme doit savoir tout. Il doit être absolu devant tout. Et pour être absolu devant tout, il doit être capable de dépersonnaliser la forme dans ses moindres détails. Il ne peut pas se permettre d'être donné par implantation, la moindre forme pensée dans son mental. À partir du moment où l'homme pense, il est automatiquement prisonnier d'une hiérarchie qui contrôle l'évolution des systèmes planétaires. Penser, c'est une anormalité, abnormalité. C'est une normalité involutive. Ce sera une abnormalité évolutive. L'homme n'a pas besoin de penser. Il n'a simplement qu'à utiliser son énergie pour transmuter son mental et donner à la valeur de l'énergie le code dont il a besoin pour donner une signification, une valeur créative à cette pensée sur le plan matériel. Valeur qui fera partie intégrale de sa conscience et qui fera partie intégrale de ses besoins. Il n'empêche néanmoins que vous êtes le résultat de cette fusion lorsque vous parlez. Peut-être que vous êtes le produit du mortel et de l'ajusteur de pensée dans la fusion. C'est indissociable, ces deux-là font un. Oui, mais ce n'est pas fini la fusion. La fusion, c'est une chose. La fusion, c'est l'étape finale de la vie sur le plan matériel. Quand un homme est en fusion, un homme n'a plus besoin de vivre d'expériences en fonction des planètes évolutives, mais dans le phénomène de la fusion, il y a un phénomène d'intégration. Et l'homme, d'ailleurs, tous les hommes sont en fusion. Il n'y a pas simplement moi qui est en fusion. À partir du moment où l'homme pense, il est en fusion.
le moindre être sur la terre qui pense est en fusion. La pensée, c'est de la fusion. Un chien, ça ne pense pas. Un chat, ça ne pense pas. Il y a de l'intelligence, mais ça ne pense pas. Les animaux sont guidés par des âmes collectives, mais l'homme pense. Et à partir du moment où un homme pense, il est en fusion. Que ce soit une petite fusion ou une grande fusion, c'est de la fusion. L'homme en arrivera un jour à comprendre que le phénomène de la pensée, c'est un phénomène de liaison cosmique entre le plan matériel et les plans subtils. Et un jour, il sera obligé d'en arriver à la conclusion et à la réalisation que penser n'est plus nécessaire, parce qu'à ce moment-là, il n'aura plus besoin de sa personnalité pour avoir une identité personnelle. Le problème de l'homme, c'est qu'il cherche une identité personnelle sur le plan de la personnalité, et c'est une illusion, parce que la personnalité est totalement construite à partir des plans d'involution, à partir de sa programmation, à partir de ses liens sur le plan matériel et de ses expériences. L'homme a besoin d'être une personne. Être une personne veut dire avoir réussi finalement à réajuster, à recoordonner tous les plans de sa conscience jusque sur le plan matériel. Et pour le faire, ceci, il faut qu'il dépersonnalise complètement les liens psychiques avec l'authenticité d'une conscience qui fait partie de son mental supérieur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceci, que la pensée est notre navire, l'ajusteur est notre pilote? Je ne suis pas d'accord avec rien de ce qui a été dit, parce que tout ce qui a été dit fait partie de ce qui devait être dit pour que l'homme sache, comprenne des choses en fonction de la hiérarchisation de la connaissance. Bon, alors, est-ce qu'on peut choisir consciemment la relation avec l'ajusteur? Bernard de Montréal dit: on ne doit pas chercher consciemment une relation avec l'ajusteur. D'ailleurs, c'est impossible. C'est l'ajusteur qui cherche la relation avec l'homme. Et lorsque l'ajusteur ouvre le canal de l'homme, et que l'ajusteur s'implante dans son mental, et que l'ajusteur se fait connaître, à ce moment-là, c'est à l'homme, à travers ses souffrances, d'en arriver à comprendre la relation entre l'énergie et lui-même. Afin de mettre éventuellement par terre dans sa conscience le concept personnel d'un ajusteur absolu sur sa conscience. Tant que l'homme ne l'aura pas fait, il n'aura pas allumé le feu de sa Kundalini à partir du mental, il n'aura pas commencé finalement à réintégrer et à revenir dans les mondes parallèles. Tout ce que nous avons appris par le passé fait partie de l'involution, ça fait partie de la conspiration cosmique contre l'homme. Ce fut nécessaire pour l'évolution, ce fut nécessaire pour la préparation de l'homme, ce fut nécessaire pour le développement de l'homme, ce fut nécessaire pour tout ce qui fut fait. Mais le point n'est pas là. C'est que l'humanité évolutive s'en va dans une direction et l'homme évolutif s'en va dans une autre direction. L'homme n'aura plus d'autorité. L'homme demain, l'homme conscient, l'homme nouveau, appelez-le comme vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez, l'homme nouveau ne connaîtra plus d'autorité, il sera lui-même autorité créative sur le plan matériel ou sur les autres plans. Pourquoi? Eh bien parce qu'il aura dépersonnalisé la conscience. Quand on dépersonnalise la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on enlève le pouvoir à la conscience mentale de donner à l'homme des directives psychologiques pour la formation personnelle de son ego, pour la formation personnelle de son mental, pour le développement de certaines valeurs civilisatrices, pour le développement de certaines significations qui s'ajustent au fur et à mesure qu'il avance à sa philosophie, afin qu'il puisse être de plus en plus à la recherche de quoi? D'une vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? C'est l'aspect le plus subtil du mensonge. C'est l'histoire de l'humanité.
Mais pour qu'un ajusteur de pensée fusionne avec un mortel, est-ce qu'il y a des qualités ou des qualifications? Ben oui, il y a des qualités. Et est-ce que ça prend un mental normalement constitué? Est-ce que ça prend un mental normalement constitué? Un psychisme équilibré? Si l'ajusteur de pensée a suffisamment d'expérience, il se crée un véhicule qui est capable d'absorber son énergie, sa lumière, c'est normal. Est-ce qu'il y a différentes catégories d'ajusteurs de pensée? Ben oui, il y en a qui sont très intelligents, d'autres moins intelligents, d'autres réellement stupides. Est-ce que ça dépend de leurs expériences? Ça dépend effectivement de leurs expériences. Et avec nous autres? Mais avec nous, nous sommes les cons. Et si eux autres sont nous? Ah, eux autres ne sont pas nous. Eux autres font partie de nous. Comme nous faisons partie d'eux, c'est un. Nous avons la tendance, parce que nous sommes des êtres rationnels, à diviser le réel. Un réel ne se divise pas. Cette maudite habitude que nous avons de diviser le réel ne se divise pas. Mais nous ne comprenons pas ceci. À la raison pour laquelle nous ne comprenons pas que le réel ne se divise pas, c'est parce que le réel a été divisé en nous afin que nous soyons et que nous demeurions divisés pendant l'involution. Si l'homme d'aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, n'a pas de connaissance de lui-même, ne se réalise pas, n'a pas la conscience des mondes invisibles, si l'homme ne sait pas qu'est-ce que c'est la création, qu'est-ce que c'est les mystères, qu'est-ce que c'est la vie et qu'est-ce que c'est tout ce que l'homme veut ou peut savoir. Pourquoi est-ce que l'homme ne pourrait pas savoir tout ce qu'il peut et veut savoir? Pourquoi? Parce qu'il est divisé contre lui-même. Mais qui est-ce qui l'a divisé? Ce sont les forces qui font partie des hiérarchies, que ce soit dans le monde astral ou que ce soit dans le monde mental. Et l'homme un jour mettra fin à ceci, lorsque la fusion se fera, lorsque l'ajusteur de pensée, ce cher ajusteur de pensée, décidera de commencer le processus de fusionnement, et ce processus est commencé sur la Terre. Mais peut-être aussi que ça provient du fait que nous n'avons pas les outils pour comprendre, pour appréhender cette réalité, et que l'étape, le passage nécessaire à la fusion avec l'ajusteur de pensée, permet de nous donner des outils pour continuer. Est-ce que le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est de s'intéresser à notre présent et à notre avenir, ou à notre avenir? Le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est de s'intéresser à notre avenir. Il se fout de notre présent. Il vit dans le présent. Il est dans le présent. C'est notre avenir, c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir de l'homme auquel il s'intéresse. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie. À partir du moment où nous mettons un terme, un qualificatif à une forme d'énergie créative, nous donnons à cette forme, l'énergie créative, une valeur personnelle. L'ajusteur de pensée, c'est de l'énergie créative. Bon, cette énergie créative, c'est l'homme qui est le personnage, c'est l'homme qui est la personne, c'est l'homme qui est la définition de l'énergie dans la matière, c'est l'homme qui remplacera éventuellement sur les plans avancés de l'éther la conscience cosmique évolutive des hiérarchies architecturales. Les ajusteurs, eux autres, ne cherchent pas à faciliter la carrière humaine. Ils ne peuvent pas faciliter ou ne pas faciliter. Ce sont des êtres qui sont en évolution. Ce sont des êtres qui travaillent avec l'énergie. Ce sont des êtres qui travaillent avec des matières subtiles. Ce sont des êtres qui avancent dans leurs propres expériences. Lorsqu'ils sont suffisamment avancés dans l'expérience, ils fusionnent. Lorsqu'ils fusionnent, à ce moment-là, il y a la création d'un homme nouveau, d'un être nouveau, d'un être qui n'est plus régi par les forces planétaires, d'un être qui est régi par des lois qui font partie de l'évolution et qui font partie du secret de la fusion de cette énergie avec le mortel.
est-ce qu'ils ne s'occupent pas plutôt de nous rendre la vie raisonnablement difficile? Ils sont la vie dans nous et ils nous cassent. C'est normal. Voilà. C'est quoi pour stimuler ou pour faire avancer la conscience de l'homme? Pour multiplier nos actions, pour faire perdre nos peurs, par exemple. Parce que nous devons transmuter. L'homme doit transmuter. Pour que l'homme transmute sur le plan émotionnel, sur le plan mental, il faut qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait des obstacles. Bon, alors le principe handicap à la fusion avec le mortel. Il n'y a pas de handicap à la fusion. Quand la fusion commence, c'est fini. Ah qu'est-ce qu'on fait de l'orgueil, de l'envie? Ce sont des handicaps temporaires, mais ce ne sont pas des handicaps permanents. La fusion, c'est le feu. Dans la fusion, c'est le temps pour l'homme de la vivre, ou si l'homme devra la vivre, il la vivra, il est prêt. Quand l'ajusteur de pensée fusionne, c'est parce que le temps est venu pour la fusion. Mais le point n'est pas là. C'est qu'une fois que la fusion est faite, une fois que l'homme commence à comprendre les lois de son mental et qu'il commence à comprendre les lois de la personnalité, il commence à comprendre les lois de la pensée, il doit prendre le contrôle de l'énergie. Et pour qu'il prenne le contrôle de l'énergie, il faut qu'émotivement il substitue dans son mental les valeurs, les significations involutives pour leur donner une caractéristique nouvelle fondée sur la volonté de l'intelligence pure. Ça, c'est ce que l'homme de l'évolution future fera. L'homme ne peut pas fonctionner en fonction du passé quand il est dans la fusion. Il fonctionne. Donc il ajuste son mental. Donc il défigure constamment les propositions hiérarchiques implantées dans son mental, c'est-à-dire qu'il déforme. Il déforme, il brise la forme, il brise la forme, et éventuellement il possède un mental d'une autre vibration. Il n'est plus assujetti à l'implantation. Mais est-ce que c'est une question de survie? C'est une question de force. Ce n'est pas une question de survie. Un homme conscient n'a pas besoin de s'inquiéter de la survie. C'est une question de force, c'est une question de puissance, c'est une question d'intégration, c'est une question de mise à feu sur le plan matériel de la conscience atomique. On ne peut donc pas s'attendre de consolation égoïste ou de réconfort de la part d'un ajusteur. À partir d'un ajusteur de pensée, il n'y a rien de plus chien qu'un ajusteur de pensée. Nous sommes des êtres spirituels, nous avons des voiles spirituelles, nous sommes en amour spirituel vis-à-vis de ces êtres et eux se foutent de notre gueule jusqu'à temps que nous comprenions le message. Alors leur devise, c'est qui aime bien châtie bien. Oh, pas mal. Quelle relation peut-il y avoir entre l'ajusteur de pensée et la volonté égoïque de l'homme? Ah, belle question. L'homme qui connaîtra la volonté, l'homme qui saura ce que veut dire volonté, que fait partie de l'évolution, aura complètement le contrôle de l'énergie de l'ajusteur de pensée sur sa vie. Donc cet homme ne sera plus conditionnable sur le plan matériel. Et avec l'intelligence, ça va de soi, c'est de même. Ça va toujours de soi parce que l'intelligence et la volonté grandissent ensemble. Tu ne peux pas avoir d'intelligence si tu n'as pas de volonté. Si tu n'as pas de volonté, tu n'as pas d'intelligence. Oui, mais c'est l'énergie, cet ajusteur de pensée. Il est l'intelligence. Il est énergie intelligente. Ah, c'est intéressant. Regardez, vous dites il est intelligent. Qu'est-ce que c'est de l'intelligence? De l'intelligence, c'est de l'énergie. De l'énergie, c'est toujours intelligent. Nous avons donné à la valeur de l'intelligence, nous avons donné à l'intelligence une valeur, au lieu de regarder le phénomène de l'énergie comme étant en lui-même intelligent. Vous ne pouvez pas disposer, vous ne pouvez pas même conceptualiser une forme d'énergie qui n'est pas en elle-même intelligente. Regardez, même sur le plan matériel, il se passe n'importe quoi sur le plan matériel,
de l'énergie qui représente une basse vibration de l'énergie. Il y a toujours de l'intelligence dans l'énergie. Même dans la pollution de l'homme, de la terre, il y a toujours de l'intelligence dans l'énergie. L'intelligence, si l'énergie est bloquée dans une certaine direction, elle va aller dans une autre direction. Imaginez-vous tous les autres plans. Et justement, il y a avoir des mondes unicérébraux, puisque nous autres, on fait partie des bicérébraux. Mais il doit y avoir aussi des mondes tricérébraux. Est-ce que sur un monde tricérébral, le contact avec l'ajusteur de pensée est favorisé? Oui, parce que les mondes tricérébraux, il n'y a pas de personnalité. Donc il n'y a pas entre ces êtres et les plans cosmiques de la réalité. Il n'y a pas de participation active au karma planétaire. Autrement dit, les êtres sur ces planètes sont des êtres qui n'ont pas à vivre le karma planétaire comme nous sur notre planète. Mais ce ne sont pas des planètes en quarantaine. Nous, la Terre, c'est une planète en quarantaine. Tout ce qui doit évoluer est envoyé ici. Est-ce que ça veut dire qu'on est coupé des circuits d'énergie ou... Bernard de Montréal. Nous avons été coupés des circuits d'énergie au début de la race adamique. Si l'homme avait pu, pendant des millénaires, maintenir le contact télépathique avec ces plans-là, l'homme ne serait pas dans la situation où il est aujourd'hui. Non, nous avons été coupés de ces circuits et il nous a été donné la faculté de penser. Qu'est-ce que c'est la faculté de penser? C'est de la merde. C'est une situation psychologique qui nous permet, nous, d'avoir l'impression de. L'homme ne peut pas avoir simplement l'impression de. L'homme doit savoir. Mais pour qu'il sache, il faut qu'il soit en communication avec des réseaux universels de science et d'énergie. Non, il nous a été donné la faculté de penser. Le contact entre l'ajusteur de pensée a été totalement coupé sur le plan universel. Nous avons eu des liens avec le monde de la mort pendant des siècles. Donc, nous avons été en contact avec des hiérarchies spirituelles qui sont devenues nos guides spirituels. Il nous a été implanté dans le mental des formes de pensée qui unissent le jeu pour nous donner l'impression que nous avons une identité. Vous imaginez le jeu? C'est une manipulation. Autrement dit, quand je dis je pense, eh ben vous dites, si vous êtes dans votre tête et vous dites je pense que je vais faire ceci, ce jeu-là c'est une illusion. Si on vous avait dit depuis que vous êtes jeune, François, cet après-midi, ou demain, ou dans 10 ans, tu vas faire telle chose, tu aurais dit, ah, tu me parles, non, toi, tu penses. Je pense que dans 10 ans, je vais faire quelque chose. Je pense que cet après-midi, je vais faire quelque chose. Et le jeu est manipulé. Dans le jeu, je précise, J-E, il y a toutes sortes de probabilités, parce que s'il n'y avait pas de probabilité dans ton jeu, tu aurais le pouvoir. Donc le pouvoir avec un jeu, ben, tu deviendrais automatiquement, probablement, un être réellement négatif, parce que l'ego n'est pas capable de contenir une telle lumière. Donc, tu chercherais le pouvoir sur les hommes, ainsi de suite. Donc le jeu a été maintenu pendant l'involution pour donner à l'homme de la personnalité. Et lorsque l'homme sera dans l'évolution, dans la fusion, le jeu n'existera plus. Pourquoi le jeu? Tu te fais du jeu quand tu manges. Tu te dis je mange un steak ou tu manges je. Mais l'ego n'est pas capable de vivre sans jeu. Un ego qui se ferait subtiliser son jeu tout d'un coup deviendrait fou. C'est ça la fusion. C'est à devenir fou la fusion. C'est de la folie heureuse la fusion. Mais je suis fou de joie parce que je suis libre de cet emmerdeur. C'est ça la fusion. C'est bien parlé, François. Ce que vous appelez l'intégration, est-ce que c'est justement le fait
d'enlever la valeur cosmique à l'ajusteur de pensée. Parfaitement dit. C'est là, il est là le point. Et l'homme n'a jamais osé enlever de la valeur cosmique à l'ajusteur de pensée. L'homme n'a jamais osé enlever de la valeur cosmique à quelle quantité quelconque. Donc l'homme a toujours été dominé par la hiérarchie. Oui, mais c'est parce que sa pensée spirituelle le met à genoux. Bah évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a été pris en main, éduqué de cette manière-là. Oui, mais ça s'arrête avec moi. Et est-ce que ça s'est arrêté avec le Nazaréen? Ah non, ce n'était pas le job du Nazaréen. La fonction du Nazaréen sur le plan matériel, ce n'était pas de faire descendre le principe de l'intelligence sur la terre, c'était de faire descendre le principe de l'amour. Oui, mais il a été contacté par un ajusteur de pensée. Il a été contacté par un ajusteur de pensée et il s'est fait emmerder jusqu'à la mort. Eh bien, est-ce qu'on peut parler des Melchisédek avant Abraham? Bon, si le Nazaréen avait fait partie du siècle de l'évolution, il n'aurait jamais fait les erreurs psychologiques qui l'ont amené au tribunal et qui l'ont amené à la mort sur la croix. Mais ceci faisait partie des plans cosmiques de la Terre. Il s'est fait manipuler, mais ça faisait partie de sa mission, comme ça faisait partie des missions antérieures sur les autres initiés. Mais il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse, que les hommes, que les initiés qui viennent sur la planète se fassent englober par les hiérarchies auxquelles ils appartiennent, à ces mondes d'où ils viennent. Et ça a cessé en 1969. Est-ce que ces activités des différents ajusteurs de pensée, par exemple au contact avec le Nazaréen et avec Melchisédek, est-ce qu'elles sont dirigées par une entité, un ajusteur de pensée dont vous connaissez le nom? Ce sont des gouvernements, ce sont des forces, des intelligences, des hiérarchies, c'est le pouvoir. Ils contrôlent tout. Ils ont le contrôle de tout. Ils construisent des galaxies, ils font effondrer des planètes, ils font tout. C'est la vie. Ils sont les agents qui manipulent les forces de vie. Ils sont les metteurs en scène. Ils sont les agents de la création, ces êtres-là. Qui est Michael? Michael qui? Lequel? Celui qu'on appelle Michael de Nébadon dans la cosmologie du Urantia. Cosmogonie, pardon. Michael de Nébadon représente la distribution égale des parties créatives du cérébral mental supérieur du cosmos évolutif qui est le régent de la galaxie où nous sommes aujourd'hui. Ben oui, c'est un peu une belle jambe d'avoir posé cette question. Enfin, ça m'apprendra. Donc, est-ce qu'on peut dire que les ajusteurs de pensée n'ont pas de vraie personnalité, mais qu'ils ont une réalité véritable? Ah, très bien dit. Ils ont une réalité véritable. Et leur réalité véritable doit se fondre avec la réalité de l'homme. Et lorsque la réalité véritable des ajusteurs de pensée sera fondue avec la réalité de l'homme, à ce moment-là, ces êtres n'auront plus de personnalité dans le mental de l'homme. Donc l'homme fera vibrer leur énergie sur le plan matériel. Donc l'homme sera dans le pouvoir. Mais tant que l'homme donnera une valeur psychologique à leur réalité, il sera assujetti aux lois du mensonge cosmique. Et quelle loi? Est-ce que vous pouvez nous parler des différentes catégories d'ajusteurs de pensée où ça revient à la question? Je ne suis pas intéressé. Posez-moi des questions, mais moi je ne suis pas intéressé à parler de ça. J'en ai relevé 7 catégories. Les ajusteurs vierges, ceux qui servent pour la première fois dans la pensée d'un candidat évolutionnaire à la survivance éternelle dans les termes mêmes de la cosmogonie d'Urantia. Les ajusteurs avancés, ceux qui ont servi pendant une ou plusieurs périodes, les ajusteurs suprêmes, moniteurs de mystères, qui ont servi sur les mondes évolutionnaires,
mais dont les partenaires humains ont refusé, pour un motif quelconque, de survivre éternellement. Alors ça, j'aimerais bien savoir quel est le motif quelconque qui a prévalu à leur refus. Oui, ce qui est arrivé, c'est que ces ajusteurs-là, ces ajusteurs suprêmes, ont dans leur monde accès à la candidature de devenir éventuellement des êtres absolus. Et à partir du moment où ils ont établi leur candidature, leurs relations avec les hommes deviennent des relations absolues. Et les hommes n'ont pas voulu vivre de relations absolues avec ces êtres-là, parce que les hommes, je vais vous dire ce que c'est l'homme, ok, un homme dans le sens cosmique du terme, un homme. Qu'est-ce que l'homme dans le sens qu'il a été originellement créé? L'homme, c'est la réunion sur le plan matériel de tous les principes cosmiques créés avant l'avènement de la déchirure du voile universel qui a fait une grande lutte ou qui a été à la source de la grande lutte entre les forces négatives et les forces de la lumière. Donc, avant cette déchirure, l'homme était et représentait dans ces mondes la particularisation de toute leur propre éternité, mais à travers les différents plans jusque dans la matière. Donc, ces hommes-là, il n'y en a pas beaucoup de ces hommes-là dans le cosmos. Il y a peut-être 3000, 3500 de ces hommes-là. Ces hommes-là n'ont jamais voulu participer à une relation absolue avec les ajusteurs suprêmes, parce que ces hommes savaient qu'ils étaient capables de réunir éventuellement la totalité de la programmation à l'intérieur de leur propre conscience une fois qu'ils seraient éveillés au contact universel. Ces hommes, nous les appelons les Melchisédek. Et ces hommes ont toujours refusé. Et un jour, ils seront reconnus sur la terre qu'il existe quelque part sur la planète des ou un Melchisédek, que ces êtres sont la sécurité suprême de l'homme contre l'organisation cosmique, planétaire, galactique, gouvernementale de ces ajusteurs suprêmes. L'homme de l'évolution ne peut pas se permettre de prendre comme comptant absolument rien venant des sphères. Il doit être capable, de par sa propre programmation, d'étudier, de décoder et de créer les obstacles nécessaires à la formation des formes pensées qui seraient encore utilisées pour le maintien sur le plan matériel d'une forme quelconque de domination. Même si l'homme va vers une évolution extrêmement avancée sur le plan technique, sur le plan de la science ou sur le plan de la matérialité. Le cosmos est tellement vaste et les gouvernements invisibles sont extrêmement puissants. Et la hiérarchie de l'énergie doit être éventuellement totalement balancée avec l'homme. Et tant que la hiérarchie de l'énergie ne sera pas balancée avec l'homme, il n'y aura pas sur le plan matériel d'identité réelle. Il n'y aura pas sur le plan matériel de fusion. Il n'y aura pas sur le plan matériel d'humanité éventuellement capable de passer de la matière à l'éther et de se créer pour elle-même un nouveau gouvernement qui sera parfaitement balancé avec ceux qui existent dans la galaxie et qui évoluent depuis des siècles et des millénaires. Il y a quelque chose que nous devons comprendre de ces concepts qui sont merveilleux. Nous devons comprendre, ou l'homme devra comprendre, que la programmation cosmique de l'être humain fait partie de l'organisation intégrale de sa conscience cellulaire sur tous les plans. Donc l'homme, demain, dans une autre science, l'homme pourra prendre demain une cellule, simplement une cellule, et faire vibrer cette cellule à un taux d'énergie suffisant pour que cette cellule remplace toute l'activité cérébrale d'un cerveau humain pendant l'évolution. Donc, il existe dans la cellule humaine suffisamment de mémoire éthérique pour donner à l'homme une totale participation énergétique depuis son temps en allant dans le passé de l'évolution, allant jusque dans les débuts de la création, parce que la cellule représente la concentration ultime de l'énergie cosmique
sur le plan matériel, mais à un niveau qui n'est pas suffisamment élevé pour que l'homme puisse bénéficier de cette énergie d'une façon intégrale. Parce que l'homme pense. Il y a une relation étroite entre la conscience cellulaire et le mental humain. Et cette conscience devra un jour être établie d'une façon totalement unitaire, dans ce sens que demain l'homme devra être capable de rentrer dans la conscience mentale à travers l'organisation naturelle de son cerveau et faire vibrer ses neurones pour aller chercher dans le cosmos toute la programmation qui fait partie de la définition de l'homme futur, ancien et nouveau. Il n'y a aucune limite à l'être humain, il n'y a aucune limite à l'intelligence, parce qu'il n'y a aucune limite à l'énergie. Mais tant que l'homme mettra une limite à travers la forme sur le mental de l'homme, il sera obligé de vivre de la connaissance imposée par implantation à travers les ajusteurs de pensée, selon leur niveau d'évolution. Il ne sera pas capable de se dissocier de la particularité de l'être humain qui fait partie de la qualité de notre conscience planétaire, celle d'être toujours assujetti à une forme quelconque d'absolu, et ça, c'est la plus grande réalité de l'homme qu'il découvrira par lui-même au cours de l'évolution. Eh bien, est-ce qu'en attendant, on peut dire que le rôle des ajusteurs de pensée, ce serait de remodeler le mental pour en développer un supérieur, dit François. Bernard de Montréal répond. Le rôle de l'ajusteur de pensée, c'est d'en arriver un jour à pouvoir faire la fusion avec l'homme, pour que l'homme puisse refaire la conquête de sa propre territorialité psychique. L'homme en fusion est capable de remonter le courant cosmique de l'énergie jusqu'aux plans les plus subtils, pour finalement en arriver à décrocher sa propre programmation. Et sa propre programmation, elle est universelle. Elle fait partie de la conscience de tous les hommes, et elle fait partie aussi des dessins animés créatifs et dynamiques de tous ces gouvernements invisibles qui font partie de l'homme sur les plans subtils de sa conscience. Il n'y a pas de division entre l'homme et l'invisible. D'ailleurs, l'invisible n'existe pas. La seule raison pour laquelle l'invisible existe chez l'homme, c'est parce que l'homme est limité psychologiquement à la déformation mentale de son ego. Si l'homme n'avait pas cette déformation mentale égoïque, il ne connaîtrait pas l'invisible, tout serait visible pour lui. Donc, il serait capable d'entrer en dialogue mental évolutif avec des intelligences qui font partie de son organisation intégrale. Donc, il serait capable de comprendre parfaitement les mystères. Donc, il serait capable de comprendre les infinités. Il serait capable de comprendre les absolus. Il pourrait distribuer sur le plan matériel toutes les formes de connaissances dont ses frères ont besoin, afin d'en arriver un jour à éliminer de la conscience planétaire involutive le besoin d'être soumis à une forme d'absolu. Quel rapport est-ce qu'il peut y avoir entre l'ajusteur de pensée et le bloc psychique de l'homme, ce que l'on appelle l'âme? L'âme est utilisée par l'ajusteur de pensée parce que l'ajusteur de pensée a besoin d'expérience. Toutes les expériences de l'homme sont bonnes parce que toutes les expériences servent à créer une mémoire. Et toute mémoire qui fait partie de l'âme fait partie du matériel utilisé par l'ajusteur de pensée pour créer un corps mental, un corps astral subtil, un corps vital solide, un corps physique qui répond très bien à ces trois autres principes pour éventuellement en arriver à une fusion de plus en plus capable d'intégrer son énergie avec la sienne. Tout est mémoire. Pourquoi l'homme vit d'expérience? C'est une insulte à l'homme de vivre d'expérience, c'est une insulte. Un être intelligent ne vit pas d'expérience, il vit créativement, point final.
nous vivons d'expérience. Nous mettons les pieds dans les plats. Nous recommençons. Nous mettons nos pieds dans d'autres plats. Nous recommençons. Nous vivons d'autres plats et nous recommençons. Et nous faisons ça toute une vie. Il y a des êtres qui vivent toute une vie à recommencer des expériences et des expériences. Finalement, ils meurent d'expérience en expérience et ils recommencent. Ils vont sur les autres plans. Ils se mettent en communication télépathique à l'insu d'autres hommes qui font encore dans l'expérience. Ça fait partie du monde de la mort. Et ceci, ce ballet cosmique continue pendant des milliers d'années. L'homme n'a aucune autorité sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'il vit d'expérience. Pourquoi? Parce que l'homme écoute. Et l'homme est à l'écoute. Et s'il n'est pas à l'écoute, s'il est tout à fait retors, est-ce qu'il peut fusionner avec l'ajusteur de pensée? Il faut qu'il soit retors intelligemment, dit Bernard de Montréal. Il faut que l'homme soit un guerrier dans le mental pour avoir la victoire sur les formes mentales qui l'assujettissent à une conception d'ajusteur de pensée. L'homme nouveau, le fils de la lumière, ce seront des guerriers. Ils seront des hommes qui seront dans la puissance de leur mental. Il n'y aura aucune force occulte en eux, aucune force sur les plans parallèles qui pourra les dominer parce qu'ils seront dans l'intégration de leur énergie et ce seront des êtres qui auront atteint un niveau de perfection et ce niveau de perfection continuera pendant l'évolution future. Mais un homme qui n'est pas guerrier dans le mental et automatiquement spirituel dans le mental, s'il est spirituel dans le mental, il est maté. Pourquoi vous croyez que dans le monde d'aujourd'hui, regardez dans le mental, dans le monde de la religion mahométan, dans la chrétienté, dans le monde de toutes les religions, pourquoi demande-t-on de croire, que l'on croit à la Sainte Vierge ou que l'on croit à Allah, ou qu'on ne croit pas à Allah, qu'on croit à n'importe quoi, pourquoi? Pourquoi croire? Pourquoi? Parce que ça fait partie du travail des hautes sphères spirituelles sur la Terre. Ça fait partie des jeux de l'astral. Ça fait partie de la domination de l'homme. Ça fait partie de la conspiration contre l'homme. Et l'homme ne peut pas passer de cette condition mentale évolutive historique totalement programmée qui fait partie de son histoire à un mouvement totalement opposé parce qu'il faut qu'il soit préparé et bien préparé. Alors comment est-il préparé? L'ajusteur de pensée entre. Quand l'ajusteur de pensée entre, le choc, la souffrance est tellement grande que l'homme naturellement en arrive à le haïr. Il faut en arriver à le haïr. Un homme qui ne hait pas son ajusteur de pensée, c'est un homme qui est parfaitement déculotté. Tu peux tomber en amour avec le monde spirituel de l'astral, entre les entités de l'astral, mais tu ne peux pas tomber en amour d'une façon permanente avec ton ajusteur de pensée. Au début, oui, parce que nous sommes des êtres spirituels. Le choc nous crée tout un miroitement de possibilités. Le choc nous éblouit. C'est absolument extraordinaire. Mais, avec le temps, la souffrance, le travail, la transmutation, les jeux qu'ils jouent avec nous, comme si nous étions des petites souris, ainsi de suite. Là, on arrive à le haïr. Je vais vous dire une chose, il ne faut pas interpréter ce que je dis, mais je vais le dire anyway, parce que je vais l'écrire anyway. Il faut que ce soit dans le monde anyway. La haine de l'homme contre le cosmos rendra l'homme libre. L'amour de l'homme pour le cosmos le gardera d'une façon permanente dans l'involution et la naïveté spirituelle. Que vous aimiez ça ou non, ça avance vite. Mais si je peux dire une chose, c'est qu'il n'y a absolument rien dans la réalité que l'homme nouveau nous commence à comprendre. Moi je parle, il y en aura d'autres qui parleront, et ceux qui parleront et qui amèneront vers l'homme
ou face à l'homme, la réalité de l'organisation psychique de son mental, la réalité de son moi, la réalité de l'organisation psychique de la conscience de ses cellules, ceux qui amèneront à l'homme cette connaissance, qu'ils disent n'importe quoi, qui créeront des chocs. L'homme nouveau ne peut pas parler à l'homme ancien sans créer de choc dans la conscience de l'homme ancien. Et si l'homme ancien n'est pas capable de prendre ces chocs, il est bon pour la mort. Et s'il est bon pour les prendre, est-ce qu'il est bon pour l'immortalité? Mais s'il est bon pour les prendre et s'il est capable, s'il a la suffisance vitale de vivre jusqu'au moment où le contexte fera entre l'homme cosmique et l'homme de la Terre, à ce moment-là, il connaîtra l'immortalité. Et est-ce que c'est l'immortalité de sa personnalité ou l'immortalité de sa conscience? C'est l'immortalité de sa conscience. Qu'est-ce qui devient l'homme après sa fusion, son intégration? Est-ce qu'il meurt dans son corps physique? Le corps physique n'est rien. La mort du corps physique, ce n'est pas important pour un homme en fusion. Est-ce qu'il devient lui-même une sorte d'ajusteur de pensée? Non, il devient un être créateur. Il a le contrôle de sa conscience sur tous les plans. Il veut se matérialiser. S'il veut se matérialiser, il se matérialise. Il veut partir, il part. C'est normal. Il y a une nobilité dans la conscience humaine. Il y a de la lumière dans l'homme. Il y a de la réalité dans l'homme. Il est parfaitement le résultat de la programmation originale de sa création. Il n'est pas simplement le produit manipulatif de certaines intelligences qui elles-mêmes sont en évolution et qui utilisent leur haut statut spirituel pour la confrontation de leur intelligence avec l'expérience humaine sur une planète en quarantaine. Alors on va faire une pause et il y aura donc une deuxième partie de la conférence de François et de Bernard de Montréal. À bientôt pour la deuxième partie. Merci.